Salam alaikum, Azul Flown. Bonjour tout le monde. Euh, Dans cette vidéo, nous allons essayer de traiter la suite de la consommation, surtout la dernière partie, dans le traitement de la consommation selon l'approche macroéconomique. Alors, on peut se mettre d'accord sur une chose jusqu'à maintenant, surtout dans le cadre de le débat théorique qui a caractérisé la question de la consommation. Pardon, on peut se mettre d'accord sur le fait que la majeure partie des théories qu'on a traitées se convergent en ce qui concerne le déterminant essentiel ou bien le déterminant, les déterminants de la consommation. En effet, presque toutes les théories se mettent d'accord sur le fait que le revenu est un déterminant de la consommation. Tout dépend de chaque théorie, si normalement de relativiser l'importance de le revenu par rapport aux autres. Alors justement, donc on va revenir sur cette question de le rapport entre la consommation et le revenu dans le cadre de la loi d'Engel, la Engel qui a ici le traité de relativiser en fait cette relation. En effet, et Ernest Engel, il a essayé de nuancer autrement la loi psychologique fondamentale. Il a reconnu c'est-à-dire il a reconnu donc cette loi, mais il a essayé de la relativiser en fonction du type des produits. Alors donc, d'après les nombreuses études statistiques ayant été faites sur la consommation, là selon Ernst Engel, il existe trois types de droites correspondant à trois grandes catégories de biens de consommation, c'est-à-dire selon Engel, donc cette relation entre le revenu et la consommation varie en fonction de trois types, d'une manière différente, en fonction bien évidemment le type de produit dont on parle. Ainsi, donc ces droites ou bien ces catégories essentielles des produits sont d'abord, selon Engel, donc les dépenses alimentaires. Deuxième catégorie, ce sont les dépenses de logement et habillement. Et la troisième catégorie, ce sont les dépenses de culture, hygiène, santé, donc loisirs, et ainsi de suite. Alors, dans son étude, il a montré que les dépenses allouées à chaque type de produit ne se comportent pas de la même façon que les autres. Ainsi, la proportion, c'est-à-dire le pourcentage dans le budget alloué au logement, à l'habillement, à l'éclairage et au chauffage reste constante en fonction du revenu. C'est-à-dire si le revenu augmente, la dépense allouée au logement et à l'habillement, elle augmente de la même façon que l'augmentation de revenus. C'est-à-dire si le revenu augmente de 20%, la dépense allouée à cette catégorie de biens, elle augmente de 20%. Alors que la proportion consacrée aux dépenses alimentaires, elle diminue. C'est-à-dire, ici, regardez, c'est de la proportion, c'est-à-dire le pourcentage dans la dépense consacrée, donc le pourcentage dans le revenu consacré à la dépense d'alimentation, il diminue. Mais la consommation, elle augmente, mais elle augmente moins vite que l'augmentation de le revenu. C'est par exemple toujours le même cas, si le revenu augmente de 20%, la dépense, c'est-à-dire l'augmentation de la consommation des produits alimentaires, les produits alimentaires n'augmente pas de 20%, il augmente de moins de 20%, peut-être de 5%, peut-être de 3%, peut-être de 10%, mais il augmente avec un pourcentage inférieur à celui de l'augmentation de le revenu. Cependant, la proportion allouée aux autres dépenses, la santé, l'éducation, le loisir et les produits, elle augmente si le revenu augmente et inversement. C'est-à-dire, alors que pour la dépense allouée aux produits de la santé, elle augmente plus vite que l'augmentation de le revenu. Si l'augmentation de le revenu augmente de 20%, la dépense allouée à cette dépense, à ce genre de dépense, elle augmente d'un pourcentage supérieur à 20%. Regardez, donc ça, c'est en fait c'est une manière de relativiser la loi psychologique fondamentale qui a généralisé. C'est-à-dire, il n'a pas tenu compte la différence des produits. Donc, il a généralisé sur tous les produits en précisant que le revenu, la consommation augmente à partir du moment où le revenu augmente. Mais la consommation augmente moins vite que l'augmentation de le revenu. C'est-à-dire, si on a droit de rapprocher cette théorie ou bien
cette théorie de Keynes, donc on peut dire que Keynes il parle justement donc de la dépense allouée aux produits d'alimentation, c'est-à-dire aux produits alimentaires, selon bien évidemment la loi d'Inge. Alors que Inge, donc il a caractérisé, il a distingué entre trois catégories de produits qui ne varient pas, qui ne se comportent pas de la même manière que l'augmentation de le revenu. C'est-à-dire donc la première catégorie, si l'augmente, le revenu augmente, la dépense des produits, la dépense des produits alloués au logement, habillement, donc elle augmente de même pourcentage. On a dit tout à l'heure donc 20%, donc le logement, habillement, il augmente de 20%. Pour les produits alimentaires, au contraire, il augmente moins vite que l'augmentation de le revenu, alors que la troisième catégorie, au contraire. Donc, une fois que le revenu augmente, il augmente plus vite que l'augmentation de le revenu. Et on peut raisonner d'une manière inverse. Si par exemple le revenu baisse, la dépense elle baisse par exemple de 20%, la dépense allouée à la santé, à l'éducation, elle baisse de plus de 20%, de 30% peut-être, ou bien de 40% parfois. Voilà donc pour cette théorie. Donc on va le passer maintenant à petit lexique. On utilise généralement les coefficients budgétaires. En fait, c'est quoi? C'est la part du budget d'un ménage ou d'un individu dédié à l'achat d'un produit ou bien un service ou bien une famille de produits ou services. C'est-à-dire dans un budget, c'est par exemple on affecte aux télécommunications aujourd'hui donc 5% de budget, 5% c'est le coefficient budgétaire des télécoms dans le budget. Alors donc un coefficient budgétaire et donc c'est quoi le rapport de la dépense consacrée à un bien ou bien un service particulier sur la dépense totale. C'est-à-dire si par exemple, imaginez-vous donc quelqu'un qui a un revenu de 3000 dirhams, il consacre par exemple à l'alimentation 1000 dirhams. Donc le coefficient budgétaire des produits de l'alimentation, c'est 1000 dirhams divisé par quoi? 3000, c'est-à-dire un troisième. C'est-à-dire un troisième, c'est 1 sur 3, c'est le coefficient budgétaire des produits de l'alimentation pour ce ménage ou bien pour cette personne. Alors, passons maintenant à l'élément essentiel. On va essayer donc de traiter rapidement ce phénomène, ou bien cette méthode, si vous voulez bien. Donc, c'est l'élasticité de la demande par rapport au revenu. Lorsqu'on parlait, on a dit que le revenu, il varie en fonction de... donc la consommation varie en fonction de le revenu, c'est-à-dire donc il y a une relation entre les deux. Maintenant, donc, on va essayer de traiter l'élasticité, elle traite la sensibilité de la demande à l'augmentation de le revenu. Puisque tous les produits ont la même sensibilité, c'est-à-dire leur consommation est sensible de la même manière à l'augmentation de le revenu, c'est-à-dire donc est-ce qu'elle varie de la même façon avec la variation de le revenu. Donc, on parlait de l'élasticité. On va commencer par une définition. En fait, qu'est-ce que l'élasticité revenu de la demande? C'est-à-dire, elle permet c'est un moyen, un calcul qui permet d'apprécier la réaction ou bien la sensibilité de la demande de variation de le revenu. C'est-à-dire l'élasticité revenu nous permet de quoi? De savoir de combien la consommation augmente ou bien baisse si le revenu augmente. Ou bien, et même de dire est-ce que la consommation est sensible, est-ce qu'il est sensible au revenu, à la variation de le revenu ou non. Alors, donc, sauf des cas particuliers, l'élasticité de revenu, généralement, elle est positive, c'est-à-dire lorsque le revenu augmente, l'augmentation, la consommation augmente, c'est-à-dire donc les deux varient dans le même sens, sauf des cas particuliers que nous allons voir vers la fin, dans le cadre des cas particuliers, c'est surtout les produits inférieurs et les produits supérieurs, c'est-à-dire les produits du luxe. Alors, donc, la formule de calcul, donc pour calculer donc rapidement, on va essayer de survoler ce point. Alors, quand le revenu augmente de R0 à R1 et la demande pour le bien X, un bien X passe de X0 à X1 entre la même période, c'est-à-dire entre T0 par exemple, T1. La formule de calcul de la société demande revenu est égale, elle est calculée de cette manière. C'est la variation de X, de la quantité demandée entre deux périodes, c'est-à-dire X1 moins X0 sur X0, le tout sur la variation de le revenu, c'est-à-dire R1 moins R0
sur R0. D'accord? Donc, un petit exemple, soit un ménage qui a un revenu en T0, par exemple, en 2010, par exemple, il a un revenu de 2500 et en 2011, son revenu est passé à 3500. En même temps, lorsqu'il perçoit un revenu, il a perçu le revenu de 2500 en 2010, il consomme la quantité de 120 d'un produit bien déterminé, un produit X. Lorsque son revenu a augmenté de 2500 à 3500, la quantité qu'elle a consommée dans ce produit, il est passé à 160. Donc, l'élasticité demande de ce produit, l'élasticité demande par rapport au revenu de ce produit, il est égal à la variation de X, la quantité, c'est-à-dire 160 moins 120, ça donne 40, sur 120 qui est la quantité à demander en T0. Le tout sur la différence, la variation de le revenu, il est passé de 2500 à 3500, c'est-à-dire donc une différence de combien? De 3500 moins 2500, ça donne 1002 sur le revenu de R0. Ce qui est égal, on peut également écrire l'élasticité de cette façon. La même chose, la variation de X sur les X0 fois, on inverse ce deuxième rapport, soit 2500 sur 1000, c'est ce qui donne une élasticité de 0,84. Donc, elle est entre 0 et 1, c'est-à-dire là, ça concerne ce produit, c'est un produit normal par rapport à la classification qu'on va voir tout à l'heure. Alors, ça veut dire quoi 0,83, c'est-à-dire si le revenu augmente de 100%, la consommation de ce produit augmentera de 83%. C'est-à-dire donc c'est vrai, donc il est sensible, la demande de ce produit est sensible au revenu, mais une sensibilité qui n'est pas très forte. Maintenant, pour éviter de faire dépendre l'élasticité de R1, on considère des variations infinitésimales de revenus, c'est-à-dire donc entre R1 et R0, donc R1 moins R0 tend vers 0. Là, on calcule l'élasticité d'une autre manière en utilisant les dérivés. Cette fois-ci, donc, il est égal d de x sur x, le tout, sur le 2dr sur r. Ça veut dire quoi? D de x, donc on prend bien évidemment, donc on peut écrire cette formule de la façon suivante, 2dx sur x fois r sur 2dr. Et d de x sur 2dr, c'est quoi? C'est la dérivée première de la fonction demande par rapport à r. Et donc, on obtient vers la fin la variation, donc la dérivée première, c'est la dérivée de la fonction de la demande par rapport au revenu, c'est la dérivée première, fois R sur X, soit qu'on vous donne dans un exercice R et X, sinon, si on ne vous donne pas, donc vous pouvez remplacer X par sa formule, normalement sa formule de calcul. Prenons un exemple. Par exemple, la quantité de X d'un produit, la demande d'un produit X en quantité, elle est exprimée de cette façon. Elle est égale à 0,5 R, le revenu, plus 120. Et on vous a donné par exemple la quantité, le revenu de départ c'est 3000 et la quantité de départ c'est par exemple 100. Alors, donc la dérivée première de cette fonction, elle est égale à 0,5 R 120, la dérivée de toute cette fonction par rapport, bien évidemment, de x par rapport à r. Donc, elle est égale à 0,5. Pourquoi? Parce que la dérivée de r, comme étant une variable, est égale à 1. Donc, il reste la dérivée égale 0,5. Donc, vers la fin, l'élasticité demande de ce produit par rapport à son revenu est égale à 0,5 fois r sur 100, c'est-à-dire ce qui donne 15. Il est égal à 15. Donc, donc on peut dire que là, ce produit, la demande de ce produit est fortement élastique, c'est-à-dire donc il est trop sensible à la variation de le revenu. Si par exemple le revenu
augmente de 100%, la demande augmente de 1500%. C'est-à-dire la variation de la demande et représente 15 fois la variation de le revenu. Ça permet de faire une classification des biens. C'est vrai, donc sur la base de l'élasticité, on peut faire une classification des biens. Alors, les biens dont l'élasticité de revenu est négative, lorsque le revenu augmente, la consommation baisse et inversement et vice-versa. Donc, ils sont appelés des biens inférieurs. Par exemple, le pain, la farine et ainsi de suite. Les biens qui sont inférieurs, on consomme des quantités importantes lorsqu'on n'a pas suffisamment de ressources, suffisamment d'argent pour les acheter. Pour acheter d'autres produits qui ont plus normalement d'importance au niveau de la société. Alors, donc, ce sont des biens dont la consommation décline quand le revenu s'accroît. Lorsque le revenu augmente, donc on consomme moins de pain, moins des pommes de terre, et ainsi de suite. On essaie donc de consommer d'autres produits qui ont plus d'importance, d'accord, donc on est au niveau de la consommation. Alors, donc, il s'agit de produits de qualité médiocre ou considérés par les consommateurs comme étant inférieurs à d'autres produits correspondant aux mêmes besoins. C'est-à-dire, donc, pour satisfaire un besoin, généralement, donc, on se trouve face à une panoplie de choix, face à plusieurs gammes, plusieurs produits qui répondent le même besoin, mais non pas en termes de la qualité, en termes normalement en termes de contenu, donc généralement ne sont pas les mêmes. Alors, donc, deuxième catégorie des biens, ce sont les biens dont l'élasticité de revenus comprise entre 0 et 1. Ça, ce sont les biens normaux. La quasi-majorité des biens, normalement, ont une élasticité qui varie entre 0 et 1. Leur consommation augmente moins, mais moins fortement que le revenu. Ça rejoint, bien évidemment, regardez ici, donc c'est le type des biens qui confirme autrement la loi psychologique fondamentale de Keynes et la loi également de Engel Ernest pour les produits généralement de l'alimentation. Alors donc un exemple, l'alimentation, habillement, équipement ménager, donc ainsi de suite, habillement, donc ici, donc peut-être aujourd'hui, mais avant, lorsque, dans le cadre de la théorie d'Ernest Engel, donc il a précisé que l'habillement donc fait partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire de la consommation est constante par rapport bien évidemment, donc la proportion, le pourcentage alloué à l'habillement reste le même, pardon, lorsque le revenu augmente. Alors, troisième catégorie, ce sont les biens dont l'élasticité est supérieure à 1, ce sont les biens supérieurs, généralement ce sont les biens de luxe. Exemple, produits du luxe, services de santé, éducation, transport, communication et loisirs. Donc, ça rejoint l'idée de Engel. Alors donc, pour les classes de l'élasticité, il existe plusieurs classes. Donc, généralement, c'est l'élasticité tend vers plus l'infini. Donc, on dit que l'élasticité, donc c'est le produit en question, donc est parfaitement élastique. Donc, il est parfaitement sensible à l'augmentation de le revenu. Sinon, maintenant, si l'élasticité est supérieure à 1, donc on dit que le produit est élastique. S'il est égal à 1, on dit que le produit il est unitaire, c'est-à-dire donc la variation de la consommation elle est la même que la variation de le revenu. Si le revenu augmente de 20%, la consommation augmente de 20%. S'il augmente de 40%, la consommation augmente de 40%. Sinon, si inélastique, c'est lorsque l'élasticité donc est inférieure à 1, c'est-à-dire donc il varie dans les sens inverse. Puis donc parfaitement inélastique, c'est la variation, c'est-à-dire si l'élasticité est égale à 0. Si par exemple le revenu augmente ou bien baisse de 50%, la consommation reste la même. C'est-à-dire il ne varie pas, il ne réagit pas il n'est pas concerné par cette augmentation, il ne réagit pas à cette augmentation. Donc on dit qu'elles sont parfaitement inélastiques. Voilà, on passe. Et inversement, dans le sens inverse, par exemple, ici l'élasticité de manière générale, peut-être ça peut concerner donc l'élasticité de montre par rapport au prix ou bien par rapport à d'autres facteurs. Et si c'est à l'inverse, il tend vers moins l'infini, on dit qu'il est parfaitement également inélastique. Élastique, c'est la même chose.
Là, ça peut concerner un autre produit, peut-être مثلا, peut-être l'élasticité de la demande par rapport au prix. Si le prix augmente, c'est normal à ce que la demande baisse. Donc voilà, et ainsi de suite. C'est presque la même chose, les mêmes classes, en fonction bien évidemment donc le facteur, le déterminant de la demande. Là, pour nous, pour le revenu, on s'intéresse généralement à cette première classification. La demande par rapport, au revenu, donc on s'intéresse à cette première classification, bien cette première classe. Alors, maintenant, on va finir par le traiter d'une manière synthétique, générale même, en s'inspirant bien évidemment des développements théoriques qu'on a vus au début. Donc, on va essayer donc de schématiser de manière générale donc les déterminants de la consommation. On vient bien faire une distinction de manière générale entre les déterminants de la consommation. Alors, de manière générale, il est possible de faire une présentation simple des principaux déterminants de la consommation finale des ménages qui peuvent être regroupés en deux grandes catégories. D'abord, les déterminants qui sont économiques, les déterminants d'ordre économique et d'autres qui sont non économiques, soit on peut dire des déterminants qui sont socioculturels, d'accord, qui n'ont rien à voir avec les paramètres ou bien les variables économiques. Voilà donc une grande classification des déterminants de manière générale. Et on peut même donc prendre ce qu'on a traité théoriquement et ces théories donc de les caser de chacune normalement dans une classification parmi ces deux. Soit que l'auteur, la théorie traite un déterminant économique, sinon un déterminant socioculturel. Alors donc pour les premiers déterminants, donc économiques, on va voir donc six déterminants. Le premier déterminant, c'est le revenu. Hein. Presque toutes les théories qu'on a traitées, donc traite cette relation entre le revenu d'une manière implicite ou bien d'une manière explicite. C'est-à-dire, donc, exemple, la loi d'Enge, la loi psychologique fondamentale de Keynes, et ainsi de suite. Alors, donc, c'est le premier revenu donc, économique. Deuxième, ce sont les prix. Soit on distingue ici entre les biens qui sont typiques et qui sont atypiques, les biens normaux et les biens anormaux. Alors, les biens atypiques, ce sont les biens de luxe ou bien ce qu'on appelle les biens de Veblen. Le Veblen était le premier qui a en fait fait attention à cette catégorie des biens, qui a distingué ces catégories des biens. Ici, donc, les biens de luxe, généralement, la société, en fait, la société prix, elle est positive, c'est-à-dire donc lorsque les prix augmentent, la consommation de ces biens atypiquement, paradoxalement, donc il augmente. Même inversement pour les biens inférieurs ou bien les biens de Giffen. Giffen est également le premier qui a repéré, qui a distingué ces biens. Ce sont les biens inférieurs. Lorsque les prix augmentent, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Pardon, lorsque les prix baissent, on augmente la consommation. Pardon, donc on baisse la consommation, pardon, donc pour les biens inférieurs, lorsque les prix baissent, et c'est donc on baisse la consommation. Là, je vais parler de le déterminant le prix et non pas le revenu, parce que donc les deux fonctionnent d'une manière inverse par rapport au revenu, pardon, par rapport à la demande. Alors, troisième élément, c'est le taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt, c'est un déterminant essentiel, c'est une variable qui permet de faire l'arbitrage entre l'épargne et la consommation. Si le taux d'intérêt augmente, généralement on arbitre peu en faveur de l'épargne. On épargne, pourquoi? Pour bénéficier d'un retour, d'une rentabilité sur cette épargne. Et bien évidemment, donc, on reporte la consommation à voilà, à une période ultérieure. Alors donc le taux d'intérêt, c'est une variable, un déterminant qui permet de faire cet arbitrage entre l'épargne et la consommation. Si par exemple le taux d'intérêt augmente, généralement on augmente l'épargne et on baisse la consommation. Et inversement, si le taux d'intérêt donc baisse, l'épargne est plus attractive et donc on préfère consommer que d'épargner. Et en fait l'épargne c'est quoi? C'est un report de la consommation. Alors, donc, puis l'inflation,
comme étant, donc c'est un rapport avec le prix, mais cette fois c'est l'inflation comme vous le savez, donc ça concerne l'augmentation générale et auto-entretenue donc voilà presque donc de la totalité, soit disons donc la majeure partie des prix la majeure partie des biens. L'augmentation générale, ça concerne presque la totalité, donc la majorité des prix, et qui est durable dans le temps, mais également qui est auto-entretenu. Donc l'inflation, elle influence le pouvoir d'achat. Et on a dit le pouvoir d'achat, c'est le revenu réel, donc ça influence les achats. Il y a de l'inflation, une augmentation de l'inflation, le pouvoir d'achat baisse, et donc la consommation, la demande ou bien la consommation baisse. Et inversement, lorsque l'inflation baisse, ou même, on peut parler même de la déflation, s'il y a de la déflation, au contraire, donc le pouvoir d'achat augmente, c'est-à-dire le revenu réel augmente, donc on a de la chance à augmenter la consommation d'une manière significative. Puis le patrimoine, comme étant un élément essentiel, également qui influence, c'est une variable, bien un déterminant économique, il influence la consommation. Pourquoi? Il relativise la liberté de le choix de ses dépenses de consommation. Quelqu'un qui a une maison d'habillement, pardon, d'habitation, qui a une maison d'habitation ou bien un appartement de l'habitation, si on le compare avec quelqu'un qui n'a pas ce patrimoine et qui paye chaque mois le loyer, donc il est moins libre dans sa consommation, dans ses choix que quelqu'un qui ne paye pas le loyer. La somme qu'on paye au loyer, il aurait normalement la consacrer à une autre dépense, à la consommation des biens de troisième catégorie dans le cadre de la classification d'Engel. Alors donc le patrimoine, donc s'il existe, s'il est important, donc il donne plus de liberté, donne les choix de la consommation, il encourage à consommer davantage. Et inversement, si le patrimoine s'il n'existe pas, s'il est faible, donc on consomme moins. Alors donc, puis les anticipations, surtout dans le cadre de la théorie chez les néoclassiques généralement, et Milton Friedman par exemple, comme étant un monétariste. Donc pour lui, les anticipations, surtout si elles sont rationnelles ou bien adaptatives, généralement on parle ici des anticipations rationnelles. Les anticipations d'une pénurie par exemple, lorsqu'on anticipe la pénurie d'un bien, ça encourage la consommation des achats et inversement. Regardez donc au début donc, de ce confinement forcé, beaucoup de personnes anticipent la rareté d'un bien, par exemple le papier hygiénique. Tout le monde essaie d'acheter donc de la quantité au Maroc, dernièrement la farine. On a anticipé une rareté de la farine, puis donc tout le monde essaie d'acheter donc des quantités importantes, le gaz, par exemple, donc ainsi de suite. Donc cette anticipation de la rareté d'un bien encourage l'achat et encourage bien évidemment donc la consommation. Et inversement, si on anticipe bien évidemment donc une abondance de ce produit, donc on achète moins parce qu'on sait que d'ici un mois ou là quelques jours, normalement il y aura davantage donc des biens, des biens. Donc on n'achète pas, on achète moins, d'accord, en attendant à ce qu'il y a de l'abondance. Et l'abondance signifie quoi? La baisse des prix. Voilà, généralement pour ces déterminants économiques. Maintenant, on va passer les déterminants socio-culturels ou bien non économiques. Donc, on va essayer de traiter donc quatre éléments, quatre déterminants. D'abord, donc le premier déterminant, c'est la position sociale, c'est-à-dire donc la position sociale. Lorsqu'on appartient à une position sociale, on reproduit le même mode de vie. Quelqu'un, un salarié, un ouvrier par exemple, il essaie donc de consommer de la même façon que cette catégorie ouvrière. Alors donc la reproduction, on essaie de reproduire, la reproduction pardon, إعادة الإنتاج ديال نفس le mode de vie, نمط الحياة, donc de la classe sociale d'origine influence donc la consommation. Il y a un mimétisme. On essaie il existe normalement un mimétisme, on peut dire moutonnier. Toujours on suit normalement les premières personnes qui ont fait partie de cette catégorie, la manière par laquelle ils consomment, les autres qui viennent, donc ils consomment de la même manière. On s'identifie par la consommation à cette catégorie sociale. Surtout maintenant les voitures, la consommation des voitures, certaines catégories de voitures, donc lorsque
Bon, on peut le dire d'une manière directe. Par exemple, Renault Dacia au Maroc aujourd'hui, donc ça, normalement, généralement, donc ça permet d'identifier une catégorie. Donc, je ne vais pas dire la catégorie, une catégorie bien déterminée. Donc, les autres marques, pour ne pas faire la pub à des marques, donc également, donc chaque marque, bien évidemment, il permet de s'identifier à une catégorie sociale bien déterminée. Deuxième élément, c'est l'âge et le mode de vie. On a vu ça avec Modigliani et Brumberg. Donc l'âge est important. Donc Modigliani, donc il a insisté sur le fait que c'est là, c'est on consomme en fonction de notre âge. Pendant l'enfance, la consommation n'est pas la même pendant l'activité, pendant, et même chose, ce n'est pas la même chose pendant la période de la retraite. Voilà, donc le troisième déterminant, ce sont les effets de signes. Par la consommation, j'envoie un certain nombre de signes et de signaux parfois, de messages. Le comportement ostentatoire, pour se démarquer, ainsi de suite, besoin d'être reconnu par la société comme appartenant à un groupe social particulier. Donc, je consomme des biens qui donnent, quand même, qui véhiculent cette image sur l'appartenance à une classe sociale généralement aisée, hein, qui est riche. Donc, je consomme des produits matériels des marques bien déterminées, une catégorie des marques, je fréquente des endroits qui sont bien déterminés, qui renvoient normalement à l'appartenance à cette catégorie sociale. Puis, l'effet dans le même cadre, c'est l'effet imitation, essayer d'imiter les autres. كنحاول نقلد الناس كنقلد مثلا واحد اللي في une classe sociale supérieure. Pourquoi? Pour voilà, m'identifier donc à cette classe sociale. Alors la consommation répond parfois aux besoins de copie, la consommation de la classe sociale supérieure. Donc on a vu ça dans le cadre théorique. Puis donc on va finir par un élément, par les influences sexuelles, c'est la tendance aujourd'hui. On distingue généralement entre deux éléments essentiels, c'est la publicité donc et le crédit. La publicité, dans le cadre, on a vu ça dans le cadre au début, certains traitent cette question de la publicité dans le cadre de la théorie de Kenneth Galbraith, spécialement la filière inversée, pour désigner ces situations c'est-à-dire donc par la pub, généralement, on crée donc des besoins. On crée un besoin chez le consommateur. On n'attend pas le besoin. C'est par la pub, ce sont les sociétés maintenant qui créent des besoins chez les consommateurs. On n'attend pas à ce que le consommateur exprime son besoin pour répondre, c'est-à-dire pour fabriquer. Maintenant, on peut fabriquer avant même, on peut fabriquer puis créer un besoin. Créer un besoin d'une manière directe ou indirecte chez le consommateur. Le crédit également, il permet de consommer sans attendre. Au lieu d'attendre de constituer donc une épargne, on peut consommer aujourd'hui par le crédit. C'est-à-dire le crédit, ça permet de quoi? De mobiliser l'épargne future, de consommer l'épargne future. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. Comme ça, donc on termine la consommation selon l'approche Macron. Dans la vidéo suivante, nous allons essayer de traiter la consommation ou bien dans le cadre de l'approche, l'approche microéconomique. Voilà.